La grande salle du Conseil galactique bourdonnait de conversations feutrées, tandis que des représentants de dizaines de mondes prenaient place. La séance du matin était censée être routinière. Conflits commerciaux, droits miniers, les affaires courantes du maintien de la paix dans la galaxie. Mais aujourd'hui, la situation était différente. L'ambassadeur Tain se tenait au centre de la salle, ses mains aux écailles bleues tremblantes, tenant un bloc-notes. Dans le hall, ses mains aux écailles bleues tremblaient, tandis qu'il tenait un bloc-notes. Son espèce, les Valaris, était connue pour son calme et son habileté à cultiver la nourriture pour la moitié de la galaxie. Aujourd'hui, Thane semblait ne pas avoir dormi depuis des semaines. Honorable membre du Conseil, commença Thane d'une voix légèrement éraillée. Je viens devant vous non pas pour le commerce ou la politique, mais pour la survie de mon peuple. Non pas pour le commerce ou la politique, mais pour la survie de mon peuple. Le silence se fit dans la salle. Le président du conseil, Dorn, un Altani de grande taille à la peau grise, se pencha en avant sur sa chaise. Veuillez continuer, ambassadeur. Thane activa un hologramme au centre de la salle. Des images de villes en flammes et de navires détruits emplirent l'air. Il y a 3 mois, l'Empire Krath a attaqué nos colonies extérieures. Nous avons pensé à un raid, peut-être à des pirates utilisant des vaisseaux Krath volés. Nous avions tort. L'hologramme montrait d'énormes vaisseaux de guerre noire tombant de l'hyperespace. C'étaient des engins hideux, construits pour un seul but, la guerre. Ces vaisseaux n'avaient ni courbe douce ni design artistique, comme la plupart des vaisseaux galactiques. On aurait dit des armes flottant dans l'espace. Les Krath arrivèrent avec une flotte de combat complète, poursuivit Tain. 40 cuirassés, une centaine de croiseurs et d'innombrables vaisseaux plus petits. Notre flotte de défense comptait 12 vieux patrouilleurs et une plateforme minière que nous avions transformée en canonnière. Des murmures parcoururent le hall. L'Empire Krath était connu dans toute la galaxie, mais ses membres restaient généralement confinés dans leur secteur. C'étaient des guerriers brutaux et efficaces, mais ils n'avaient pas étendu leur territoire depuis plus d'1 siècle. Ils ont détruit notre flotte en moins d'1 heure, dit Tain, la voix devenant de plus en plus furieuse. Mais ils ne s'arrêtèrent pas là. Ils débarquèrent en troupes sur nos mondes agricoles. Ils ont rassemblé nos gens comme des animaux et les ont embarqués sur des navires négriers. L'hologramme a changé pour montrer des familles Valaris conduites sous la menace des armes vers des navires de transport. Les enfants pleuraient lorsqu'on les séparait de leurs parents. Les Valaris âgés étaient repoussés s'ils avançaient trop lentement. Jorik, membre du Conseil de l'espèce, pacifique des Grecs se leva. C'est terrible, mais les Krath seront sûrement satisfaits de ce qu'ils ont pris. Peut-être pouvons-nous négocier. Il n'y a pas de négociation avec les Krath, interrompit Tain. Quelque chose qu'ils ne feraient jamais en temps normal dans la salle du Conseil. Ils nous ont envoyé un message après avoir pris nos 3 premiers mondes. Ils disaient que nous n'avions qu'un seul choix, capituler complètement ou voir notre civilisation entière brûler. L'hologramme montrait désormais les conséquences de l'occupation des Krath. De magnifiques cités Valari réduites en cendres et en décombres. Des terres agricoles qui avaient nourri des millions de personnes transformées en désert. Les Krath n'ont pas seulement conquis, ils ont détruit tout ce qui faisait de ce monde un lieu de vie. Notre flotte restante tenta de tenir tête à la colonie de New Garden, dit Tain. Nos vaisseaux les plus récents et nos équipages les mieux entraînés y étaient stationnés. Les Krath utilisaient ce qu'ils appelaient des briseurs de planètes, des armes capables de fendre une lune en deux. Les images montraient la bataille. Les vaisseaux Valari, élégants et rapides, dansaient autour des imposants vaisseaux Krath. L'espace d'un instant, les défenseurs semblèrent avoir une chance. Puis, les bombes planétaires explosèrent. Des faisceaux d'énergie rouge traversèrent l'espace et frappèrent les plateformes de défense coloniales. Les explosions étaient santes et visibles depuis l'orbite. « Nous avons tout perdu à New Garden », murmura Tain. 17 vaisseaux, 3000 membres d'équipage et 2 millions de colons. Le silence régnait désormais dans la salle.
Même le système de traduction semblait s'apaiser. Le président Dorn s'éclaircit la gorge. « Quelle aide souhaitez-vous du Conseil? Nous avons besoin d'une flotte militaire. » dit Tain sans détour. « Les Kraths ont actuellement 30 mondes assiégés. Dans 6 mois, il ne restera plus de Valaris dans la galaxie, si ce n'est comme esclaves dans les mines Krath. » Vex, membre du conseil de l'espèce érudite Nexus, a affiché des données sur son écran personnel. Le Krath. Battleflost est composé d'environ 300 vaisseaux de différentes classes. Leur technologie est à peu près équivalente à celle des vaisseaux militaires galactiques standards, mais leur nombre est écrasant. La force de défense d'Altani pourrait fournir 20 vaisseaux, déclara lentement le président Dorn. Mais il faudrait 4 mois pour atteindre l'espace Valari. Et franchement, 20 vaisseaux ne feraient ça pas une grande différence. D'autres membres du Conseil commencèrent à s'exprimer. Les Grecs pouvaient fournir du matériel médical et des moyens de transport pour les réfugiés, mais ils ne disposaient d'aucune flotte militaire. Le Nexus disposait d'une technologie avancée, mais ne disposait que de quelques vaisseaux de recherche pouvant être armés. Les espèces, plus petites, avaient encore moins à offrir. Thane écoutait chaque proposition, son espoir s'évanouissant à chaque mot. Les fournitures médicales n'arrêteraient pas la flotte Krath. Les vaisseaux de recherche ne pourraient pas protéger les mondes agricoles des briseurs de planètes. Et les humains demanda une voix au fond de la salle. Toute la salle se tourna vers le conseiller Lee, l'un des 2 représentants humains. Lee, l'une des 2 représentantes humaines, elle était jeune selon les normes galactiques, peut-être 40 ans terrestres. Ses cheveux bruns étaient tirés en arrière dans un style simple, et elle portait l'uniforme bleu de base que tous les membres du Conseil utilisaient. Le porte-parole des humains, Dorn, semblait surpris avec respect. Conseiller Lee, votre espèce fait partie de la civilisation galactique depuis seulement 50 ans. Vos capacités militaires sont limitées, termina le conseiller Vex, diplomatiquement. La technologie humaine semble avoir plusieurs décennies de retard sur les standards galactiques actuels. Vos vaisseaux utilisent des armes cinétiques primitives au lieu de rayons énergétiques. Votre blindage est en métal brut et non en composite durci par des procédés quantiques. Lee se leva calmement. C'est peut-être vrai, mais nous avons des vaisseaux et des hommes prêts à se battre. L'ambassadeur Thane la regarda avec un espoir désespéré. Combien de vaisseaux la Terre pourrait-elle fournir? Il faudrait que je contacte mon gouvernement, répondit Lee. Mais je pense que nous pourrions mobiliser des forces importantes d'ici 2 semaines. Les autres membres du Conseil échangèrent un regard. Des forces importantes à l'échelle humaine pouvaient représenter une douzaine de vaisseaux, peut-être une vingtaine au maximum. Contre l'Empire Krath, ce serait comme jeter des pierres sur un vaisseau spatial. Mais Thane s'accrocha à ce mince espoir comme un noyé s'accroche à une corde. « Je t'en prie, » dit-il à Lee. « Mon peuple meurt chaque jour. Chaque heure de retard signifie plus de Valaris. Des enfants embarqués sur des navires négriers. » Lee hocha la tête sérieusement. « Je transmettrai le message immédiatement. » À la fin de la séance du Conseil, d'autres membres approchèrent Thane avec sympathie et de modestes propositions d'aide, mais la plupart avaient déjà abandonné la Fédération Valari. L'Empire Krath était trop puissant, trop expérimenté en guerre. Ajouter quelques vaisseaux humains primitifs à la défense ne changerait rien aux résultats. Thane observait la conseillère Lee parler rapidement dans son appareil de communication. Elle semblait confiante, voire déterminée. Mais la confiance n'arrêterait pas les crackers de la planète, ni ne pourrait vaincre une flotte de combat 10 fois plus grande que tout ce que les humains avaient jamais construit. Pourtant, c'était le seul espoir qui restait à son peuple. 3 jours plus tard, les premiers vaisseaux humains commencèrent à se diriger vers l'espace Valari. Les rapports de renseignement les décrivaient comme des vaisseaux modestes, dotés d'armes et d'un blindage rudimentaire. Les experts militaires galactiques prédisaient leur retraite après la première rencontre avec les forces Krath. Ils étaient tous sur le point de se tromper lourdement. Le général Blake était assis dans la salle de guerre, au cœur du quartier général de la Coalition de défense unie. Les murs étaient couverts d'écrans,
affichant des cartes stellaires, la position des vaisseaux et des rapports de renseignement de toute la galaxie. Ces officiers d'état-major se déplaçaient entre les postes de travail, mettant à jour les données et exécutant des simulations de combat. « Montrez-moi la composition de la flotte Krat », dit Blake à son officier de renseignement, le major Parks. Parks fit apparaître un écran holographique. 300 navires au total, monsieur. 40 dreadnoughts, chacun 3 fois plus grand que notre plus grand cuirassé. 100 croiseurs équipés d'armes à énergie lourde. Le reste est constitué de destroyers et de navires de soutien. Et nos forces disponibles. La 3e flotte peut être prête dans 10 jours. 57 navires, dont les porte-avions Lincoln et Washington. La 7e flotte termine ses exercices près de Jupiter, ainsi que 43 autres navires. Nous pouvons les avoir tous deux au point de saut d'ici 2 semaines. Blake étudia les chiffres. 100 vaisseaux humains contre 300 vaisseaux spatiaux. Les chances étaient minces, mais Blake avait livré des batailles bien pires lors de la rébellion de Mars, 20 ans plus tôt. « Et les forces terrestres ?» demanda-t-il au colonel Williams, son agent de liaison. La 82e division aéroportée est en alerte, ainsi que la 3e division blindée. Nous pouvons les embarquer sur des navires de transport d'ici 1 semaine. Le déploiement total serait d'environ 15 000 hommes avec tout leur équipement. Blake acquiesça. 15 000 soldats, ce n'était pas une armée importante à l'échelle galactique, mais c'était le minimum dont il disposait. Que savons-nous des tactiques terrestres des Krat? Le Major Parks a changé l'écran pour montrer des images de combat des précédentes invasions Krat. Ils utilisent une force écrasante, monsieur. Ils larguent des troupes massives depuis l'orbite et écrasent la résistance grâce à leur supériorité numérique. Les soldats de Krat sont plus forts et plus rapides que la plupart des espèces, y compris les humains. Mais ils combattent individuellement, observa le capitaine Morris, qui avait étudié les images en silence. Regardez leur formation. Aucune coordination entre les unités. Aucune tactique interarmes. Chaque soldat mène son propre combat. Blake sourit légèrement. Morris était l'un de ses meilleurs commandants de navire, et elle avait l'œil pour les détails tactiques que les autres ignoraient. Que voyez-vous d'autre? Capitaine? Leurs vaisseaux opèrent de la même manière, monsieur. Chaque vaisseau combat indépendamment. Ils ont une puissance de feu supérieure, mais leurs attaques ne sont pas coordonnées. C'est comme observer une centaine de chasseurs individuels au lieu d'une flotte unifiée. Williams se pencha en avant. Cela correspond à ce que l'on observe dans leur tactique terrestre. Un individu écrasant. Force, mais absence de cohésion. Il gagne par la force brute. Blake se leva et se dirigea vers l'écran principal. La carte stellaire montrait l'espace humain comme un petit groupe de systèmes comparé au vaste territoire des autres puissances galactiques. Mais ces dernières n'avaient jamais affronté d'ennemis comme l'Empire Krat. « Messieurs, madame, dit Blake à son équipe, le Conseil galactique s'attend à notre échec. Ils nous prennent pour des primitifs jouant à la guerre. Ils voient nos armes cinétiques et nos blindages rudimentaires et supposent que nous ne pouvons rivaliser avec la technologie galactique avancée. Il désigna les positions de la flotte Krat. Mais il se trompe. Il ne s'agit pas d'avoir de meilleures armes ou un blindage plus résistant. Il s'agit de savoir comment utiliser ce que l'on a. Le Major Parks a affiché la doctrine de la flotte humaine à l'écran. Monsieur, nos tactiques d'essaim de missiles n'ont jamais été testées contre des boucliers d'une telle puissance. Les barrières énergétiques Krat peuvent arrêter des ogives individuelles qui détruiraient nos vaisseaux. Alors, on ne tire pas d'ogives individuelles, répondit Blake. On tire 1000 ogives simultanément. Aucun bouclier ne peut tout arrêter si on le submerge de volume. Le capitaine Morris comprit immédiatement. Des frappes coordonnées. Plusieurs navires ciblant simultanément le même vaisseau ennemi. Leur bouclier pourrait arrêter 50 missiles, mais pas 500. Exactement, dit Blake. Et pendant qu'ils s'occupent de nos essaims de missiles, nos navires se déplacent vers de nouvelles positions, frappent et s'enfuient, les forçant à nous poursuivre, tandis que nous contrôlons la zone d'engagement. Le colonel Williams étudia les projections des forces terrestres. Et les batailles de surface, monsieur?
Nos soldats sont individuellement plus faibles que les guerriers Krath. Blake changea l'affichage pour montrer la doctrine interarmes humaines, chars, artillerie, appui aérien et infanterie travaillant ensemble comme un seul système. Colonel, quand avez-vous vu pour la dernière fois une armée Krath avec appui aérien intégré? Williams regarda à nouveau les images. Jamais, monsieur. Ils larguent des troupes et les laissent se battre seuls. Pas de soutien d'artillerie non plus. Pas de blindage coordonné. Pas de guerre électronique. Ils se battent comme des chevaliers médiévaux en armure spatiale. Blake désigna l'écran tactique humain. Nous combattons comme une force militaire moderne. La semaine suivante, des vaisseaux humains commencèrent à se diriger vers la zone de guerre. Aux yeux des observateurs galactiques, ils paraissaient peu impressionnants. Zone de guerre. Aux yeux des observateurs galactiques, ils paraissaient peu impressionnants. Les coques étaient de simples composites métalliques au lieu de matériaux avancés. Les armes étaient des missiles basiques et des canons électriques au lieu de rayons énergétiques. Les équipages étaient de jeunes humains qui n'avaient jamais combattu d'extraterrestres auparavant. Ce que les observateurs ne pouvaient voir, c'était la préparation en cours à l'intérieur de ces navires. Chaque missile avait été programmé avec de multiples protocoles de ciblage. Chaque canon avait été programmé avec de multiples protocoles de ciblage. Chaque canon avait été calibré pour des schémas de tir coordonnés. Chaque capitaine de navire avait étudié les mêmes manuels tactiques et pratiqué les mêmes manœuvres. Le capitaine Morris se tenait sur le pont de son destroyer, le Hampton. Autour d'elle, l'équipage travaillait à ses postes avec calme et efficacité. Ils étaient effrayés. N'importe qui aurait eu peur face à une flotte ennemie 3 fois plus nombreuse que la leur. Mais ils avaient également confiance en leur entraînement et en leur équipement. « Communication, appelez-moi les commandants de flotte », ordonna Morris. En quelques minutes, elle fut mise en relation avec les 49 autres capitaines de navires de la force avancée. Leurs visages apparurent sur des écrans tout autour de la passerelle. Des hommes et des femmes de toutes les nations du monde, unis par leur service au sein de la force de défense de la coalition. « Mesdames et messieurs, dit Morris, vous avez tous vu les rapports de renseignement. Nous sommes 3 fois moins nombreux. L'ennemi dispose de meilleurs vaisseaux et d'armes plus puissantes. Le Conseil galactique s'attend à ce que nous prenions la fuite après la première bataille. » Elle marqua une pause, observant chaque visage sur les écrans. « Mais nous n'allons pas livrer leur combat. Nous allons livrer le nôtre, coordonné, discipliné, ensemble. » Les autres capitaines hochèrent sur la tête. Ils s'étaient tous entraînés pour ce moment, même s'ils n'avaient jamais imaginé affronter des ennemis extraterrestres. « Souviens-toi de ta doctrine, Maurice, poursuivit-il. Plusieurs vaisseaux, plusieurs angles, plusieurs types d'armes. Continuez à avancer, continuez à tirer, continuez à communiquer. Dès que nous commencerons à nous battre individuellement plutôt qu'en flotte, nous perdrons. » Pendant ce temps, le colonel Williams tenait son propre briefing avec les commandants des forces terrestres, les navires de transport transportant la 82e division aéroportée et la 3e division blindée étaient encore à 3 jours de la zone de combat. Mais les préparatifs avaient déjà commencé. Les Krath sont plus forts et plus rapides que nous. Individuellement, expliqua Williams à ses officiers, mais ils n'ont jamais affronté de tactiques interarmes. Ils ignorent ce que signifie la collaboration entre l'infanterie, les blindés, l'artillerie et l'appui aérien. Il leur a montré des images d'exercices militaires, de chars et d'hélicoptères coordonnant leurs attaques, de frappes d'artillerie guidées par des observateurs avancés et d'infanterie progressant sous le feu de couverture de plusieurs systèmes d'armes. Ils pensent que la guerre est une affaire de combats individuels, dit William. Nous allons leur montrer que la guerre est une affaire de système. La flotte humaine poursuivit sa route vers l'espace Valari. Derrière eux, d'autres vaisseaux étaient en préparation, d'autres troupes embarquées sur des navires de transport. L'armée terrestre se mobilisait au complet pour la première guerre interstellaire de l'histoire humaine. Dans les salles du Conseil galactique, les rapports de renseignement décrivaient la force humaine comme modeste et insuffisante. Les experts militaires prédisaient un retrait des humains
après avoir subi de lourdes pertes lors de leur premier engagement. Mais aucun d'entre eux ne comprenait ce qui attendait réellement l'Empire Krat. Il ne s'agissait pas seulement de navires et de soldats. Il s'agissait d'une toute nouvelle façon de concevoir la guerre, développée au fil de siècles de conflits humains et affinée par des décennies de sciences militaires. Les Krats s'apprêtaient à affronter un ennemi inconnu, un ennemi qui combattait à l'unisson. Le chef de guerre Vo se tenait sur le pont de son vaisseau amiral, le marteau de Sang, observant le spectacle tactique avec une irritation croissante. La petite flotte humaine harcelait ses forces depuis 6 heures, et elle n'avait toujours pas engagé de véritable combat. « Lâche !» murmura son second, le maître de bataille Keila'chain. « Il fuit à chaque fois que nous nous rapprochons. » Tous les humains sont-ils aussi faibles? Voss examina l'écran plus attentivement. 12 vaisseaux humains contre son groupe de combat de 40 vaisseaux. Les humains auraient dû être détruits dès la première heure, mais ils continuaient à échapper à ses attaques. « Avertissez la flotte !» ordonna Voss. « Tous les navires avancent en formation alignée. Nous les écraserons avec une puissance de feu écrasante. » Les cuirassés Krath avançaient dans un immense mur de métal noir et de sabords. Chaque vaisseau mesurait plus d'1 kilomètre de long, hérissé de canons à énergie capables de détruire des champs d'astéroïdes. Derrière eux, les croiseurs et les destroyers, prêts à achever les survivants. Le capitaine Morris observait la formation Krath depuis la passerelle du Hampton. Les navires ennemis se déplaçaient exactement comme les renseignements humains l'avaient prédit. Directement en ligne droite, comme d'anciens cuirassés traversant l'océan. « À tous les navires, ici Morris !» dit-elle dans son communicateur. « Exécutez le plan Delta. N'oubliez pas, frappez-les sous plusieurs angles et continuez d'avancer. » La flotte humaine se divisa en 4 groupes de 3 navires chacun. Ils accélérèrent pour s'éloigner de la formation Krat, se déployant sur le champ de bataille comme les doigts d'une main. « Ils reprennent leur fuite », observa Kane avec satisfaction. « Devons-nous les poursuivre ?»« Non », dit lentement Vos. Quelque chose clochait dans cette retraite. Maintenir la formation. Ils ne peuvent pas s'échapper indéfiniment. Mais les humains ne couraient pas. Ils se positionnaient autour de la flotte Krath comme des chasseurs encerclant un troupeau d'animaux. Au signal de Morris, les 12 vaisseaux humains ouvrirent le feu simultanément. 300 missiles filèrent à travers l'espace vers la ligne Krath. Les systèmes de défense ponctuels extraterrestres s'activèrent, emplissant l'espace de faisceaux d'énergie qui détruisirent des dizaines d'ogives nucléaires. Mais les missiles étaient trop nombreux et venaient de trop loin. Les premières ogives nucléaires explosèrent contre les boucliers Krath dans d'éclatants éclairs de lumière et de radiation. Les boucliers tinrent bon, absorbant l'énergie comme ils étaient censés le faire. Mais les missiles continuaient d'affluer, vague après vague, plus vite que les Krath ne pouvaient les abattre. « Impossible !» grogna Vos, tandis que son vaisseau amiral tremblait sous les impacts répétés. Aucune espèce ne tire autant de missiles à la fois. Où trouvent-ils leurs munitions? Kane vérifia ses capteurs. « Monsieur, chaque vaisseau humain transporte plus de 200 missiles. Ils tirent à pleine puissance. Les boucliers Krath ont commencé à vaciller et à faiblir sous le bombardement constant. Lorsque les barrières sont tombées, des pénétrateurs cinétiques ont suivi les ogives nucléaires. Des projectiles métalliques solides se déplaçant à une vitesse incroyable. Ils ont transpercé les blindages et explosé à l'intérieur des vaisseaux ennemis. Mais les humains se déplaçaient déjà vers de nouvelles positions avant que les Krath ne puissent riposter. Leurs vaisseaux étaient plus petits et plus rapides que les imposants vaisseaux Krath filant entre les astéroïdes et utilisant la gravité de la planète pour changer de cap. « À tous les vaisseaux, poursuivez les humains », ordonna Vos. « Nous les traquerons et les détruirons un par un. » C'était exactement ce que Morris espérait. Lorsque la formation Krath se disloqua pour poursuivre les vaisseaux humains, ils perdirent leur avantage en puissance de feu concentrée. Ce fut alors une série de batailles de moindre envergure à travers le système stellaire.
le destroyer Richmond se retrouva pris en chasse par 2 croiseurs Krath. Au lieu de courir en ligne droite, le capitaine Lopez utilisa une tactique qu'aucune espèce galactique n'avait jamais tentée. Il vola droit vers le soleil du système, utilisant sa gravité et ses radiations pour masquer la signature de son vaisseau. Les Krath les suivirent, confiants dans leur vitesse et leur puissance de feu supérieure. Mais alors qu'ils se rapprochaient, Lopez activa une série de mines que son navire avait larguées pendant la poursuite. Les explosions endommagèrent les 2 navires poursuivants et donnèrent au Richmond le temps de s'échapper. Pendant ce temps, le Hampton était engagé dans un combat au corps à corps avec un dreadnought Krath. L'imposant navire ennemi disposait d'une puissance de feu 10 fois supérieure à celle du destroyer de Maurice. Mais il ne pouvait pas utiliser ses armes contre une cible aussi petite et rapide. Maurice maintenait son navire en mouvement de manière imprévisible, se tenant toujours juste hors de portée du dreadnought. Toutes les quelques minutes, il tirait une salve de missiles, puis changeait immédiatement de cap. Les boucliers du vaisseau Krath absorbèrent la plupart des dégâts, mais certaines ogives passèrent. « Ce n'est pas ainsi que l'on mène la guerre », signala le capitaine Krath sur la fréquence commune. « Combattez avec l'honneur. L'honneur ne fait pas gagner les batailles », répondit Maurice en lançant une nouvelle salve de missiles. La tactique, oui. Le véritable choc survint lorsque les Krath tentèrent de débarquer des troupes terrestres sur la colonie de New Haven. Le chef de guerre Voss avait dépêché 20 vaisseaux de transport avec 10 000 guerriers, espérant submerger les défenseurs humains grâce à leur supériorité numérique et à leur force individuelle. Le colonel Davis attendait ce moment avec impatience. Ces 15 000 hommes étaient positionnés autour de la colonie dans des positions défensives soigneusement préparées, mais ils ne combattaient pas comme les autres espèces galactiques. Les vaisseaux de débarquement Krath descendirent vers la capitale de la colonie, espérant débarquer leurs troupes sur la place centrale et s'en sortir par le combat. Au lieu de cela, ils découvrirent la zone de débarquement criblée de mines, ciblée par l'artillerie et balayée par des tirs croisés provenant de multiples directions. La moitié des vaisseaux de débarquement furent détruits avant même de pouvoir atterrir. Les survivants laissèrent leurs troupes se battre, croyant à la loyale, entre guerriers, Krath et soldats humains. Ils découvrirent trop tard que les humains ne combattaient jamais loyalement. Des obus de chars explosèrent parmi les troupes débarquées. Des obus d'artillerie pleuvaient depuis des positions situées à des kilomètres de là. Des hélicoptères d'attaque surgirent de derrière les collines et les bâtiments, tirant des roquettes et des mitrailleuses avant de disparaître à nouveau. Les guerriers Krath étaient individuellement plus forts et mieux blindés que les soldats humains, mais ils n'avaient jamais affronté un ennemi coordonnant soutien aérien, blindé, artillerie et infanterie en un seul système dévastateur. Le maître de guerre Gore mena une charge vers ce qui ressemblait à une position défensive humaine. Ses 100 guerriers s'élancèrent à découvert, espérant submerger les défenseurs grâce à leurs compétences de combat supérieures. Au lieu de cela, ils se retrouvèrent dans une zone de destruction soigneusement planifiée. Des nids de mitrailleuses ouvrirent le feu de 3 directions. Des mortiers larguèrent leurs obus directement sur la formation qui chargeait. Lorsque les survivants tentèrent de se mettre à couvert, des snipers les abattirent depuis leur position dissimulée. En moins de 10 minutes, toute l'unité de Gore fut anéantie. « Où sont leurs guerriers ?» demanda Gore, désespéré, par radio à un navire. « On ne voit que leurs armes, mais pas les soldats qui tirent. »« Les humains sont à couvert », fut la réponse. Ils refusèrent de s'engager dans un combat honorable. Mais ce n'était pas une question d'honneur. C'était une question d'efficacité. Les soldats humains avaient été entraînés à exploiter le terrain et les vaisseaux de dissimulation avaient rejoint la flotte principale. 10 000 guerriers Krath étaient morts ou capturés, tandis que les pertes humaines s'élevaient à moins de 200.
le chef de guerre. Vaux contemplait les rapports de bataille avec incrédulité. Ses forces terrestres avaient été anéanties. Sa flotte avait perdu 6 navires face à un ennemi qui aurait dû être balayé dès la première heure de combat. « Monsieur, dit Kane à voix basse, nous devrions peut-être demander des renforts à la flotte nationale. » Voss observa l'écran tactique où les vaisseaux humains poursuivaient leurs attaques éclairs. Toutes les 2 ou 3 heures, un autre vaisseau Krat était endommagé ou détruit par des frappes de missiles coordonnées. Les humains ne restaient jamais immobiles assez longtemps pour être ciblés efficacement. « Envoyez le message !» ordonna Voss à contre-cœur. « Dites au haut commandement que nous avons affronté un ennemi sans précédent. » La session d'urgence du Conseil galactique était sans précédent dans l'histoire millénaire de l'organisation. Des représentants de toutes les espèces majeures se pressèrent dans la grande salle, leur voix créant un bourdonnement d'excitation et de confusion. Les écrans holographiques Burr diffusaient des rapports de bataille en temps réel depuis l'espace Valari, et les chiffres étaient trop choquants. « Impossible !» murmura Vex, membre du Conseil du Nexus. Les humains ont détruit 18 vaisseaux Krat la semaine dernière. Comment font-ils cela avec une technologie primitive? Le président Dorn rappela à l'ordre, mais même sa voix habituellement calme trahissait une pointe d'étonnement. « Ambassadeur Tain, veuillez nous fournir les derniers rapports de votre région. » Tain se tenait au centre de la salle, mais contrairement à son air désespéré des semaines précédentes, il affichait maintenant un espoir renouvelé. « Honorable membre du Conseil, la flotte humaine a levé le siège de 3 mondes Valari. Les forces Krat sont en pleine retraite des colonies extérieures. » Des murmures de surprise s'élevèrent dans la salle. Jorik, membre du Conseil des Grecs, se pencha en avant. Mais nos rapports de renseignement indiquaient que les Krat bénéficiaient d'une supériorité numérique écrasante. 300 vaisseaux contre 100 vaisseaux humains. « C'est exact, répondit Tain. Mais les humains ne combattent pas comme nous l'espérions. Ils ne s'engagent pas dans des batailles navales directes. Au lieu de cela, ils attaquent de multiples directions, coordonnent leurs frappes et disparaissent avant que le vaisseau ne puisse réagir. » Effectivement, le conseiller Lee, l'un des représentants humains, a activé un affichage tactique. Si je peux me permettre d'expliquer notre doctrine au Conseil, la stratégie militaire humaine repose sur ce que nous appelons l'interarme et la multiplication des forces. Nous utilisons nos systèmes d'armes ensemble pour créer des effets supérieurs à la somme de leurs parties. L'exposition présentait des images des batailles récentes. Des vaisseaux humains se déplaçaient selon des schémas coordonnés, lançant des missiles sous différents angles, se soutenant mutuellement par des tirs de couverture. Cela ressemblait à une danse de destruction, à la fois magnifique et terrifiante. Nous pratiquons également ce que nous appelons la guerre asymétrique, a poursuivi Lee. Nous ne cherchons pas à égaler les forces de l'ennemi. Nous attaquons plutôt ses faiblesses et le forçons à combattre selon nos conditions. Pendant ce temps, dans l'espace Valari, l'amiral Stone se préparait à la bataille décisive. La flotte principale des Krath était enfin arrivée. Plus de 200 nouveaux vaisseaux étaient sous les ordres du chef de guerre suprême Karn, le commandant militaire le plus expérimenté de l'Empire Krath. Stone se tenait au centre de commandement de son vaisseau amiral, l'Enterprise, étudiant la formation ennemie, le Fuhrer. Les Krath avaient tiré les leçons de leurs précédentes défaites et avançaient désormais avec plus de prudence. Mais ils continuaient de penser en termes de force écrasante et de confrontation directe. « Amiral, » rapporta le capitaine Torres, son officier de renseignement, les Krath concentrent toute leur flotte autour de la planète natale des Valari. Ils mettent en place une formation de blocus. Stone acquiesça. C'était exactement ce à quoi elle s'attendait. Les Krath utilisaient leur supériorité numérique pour créer une barrière impénétrable autour de la planète. Tout vaisseau tentant de la franchir subirait le feu concentré de dizaines de vaisseaux ennemis. « Et leurs forces terrestres ?» demanda Stone. 50 000 soldats en orbite, prêts à atterrir dès qu'ils auront pris le contrôle de l'espace autour de la planète.
Ils utilisent les mêmes tactiques qui ont fait leurs preuves contre d'autres espèces, une supériorité numérique et des capacités de combat individuelles supérieures. Stone sourit d'un air sombre. Les Krath menaient la dernière guerre, pas celle-ci. Signalez à tous les commandants de flotte. L'opération Thunderbolt commence dans 6 heures. Ce que les Crêtes ignoraient, c'est que la flotte humaine avait été renforcée. Les deuxième et cinquième flottes étaient arrivées de la Terre, portant la force humaine totale à plus de 150 vaisseaux. Plus importante encore, elles apportaient un élément inédit dans la galaxie, des capacités de guerre et électronique coordonnées. Alors que la flotte humaine approchait du monde natal des Valaris, elle commença à émettre sur des fréquences qui interféraient avec les communications des Krath. Les vaisseaux ennemis se retrouvèrent soudain incapables de coordonner leurs mouvements ou de partager leurs informations de ciblage. Le chef de guerre suprême Karn observait ces écrans tactiques avec une frustration croissante. Ces vaisseaux signalaient des pannes de communication au sein de la flotte. Les ordres ne parvenaient pas. Les capitaines de navires prenaient des décisions individuelles au lieu de suivre son plan de bataille. Il s'agit d'une sorte de technologie de brouillage, rapporta son système de communication. Officier, les humains émettent des interférences sur nos fréquences de commandement. Passez aux communications de secours, ordonna Karn. Tous les navires maintiennent leur formation et se préparent au combat. Mais les humains étudiaient la technologie Krath depuis des semaines. Chaque fois que la flotte ennemie changeait de fréquence, les spécialistes humains de la guerre électronique la brouillaient également. L'immense formation Krath commença à perdre sa cohésion, tandis que les capitaines de vaisseaux tentaient de deviner ce que leur commandant attendait d'eux. C'est alors que l'amiral Stone lança sa véritable attaque. Des vaisseaux humains apparurent simultanément de multiples directions, certains de derrière les lunes de la planète, d'autres de la ceinture d'astéroïdes, d'autres encore des confins du système où ils se cachaient. Les Krath se retrouvèrent confrontés à des attaques coordonnées provenant de 6 directions différentes et à la fois. Leur supériorité numérique était vaine, faute de pouvoir communiquer et coordonner leur riposte. Le capitaine Maurice mena la première vague, son escadron de destroyers, lançant un barrage massif de missiles sur le flanc gauche des Krath. Avant que l'ennemi ne puisse riposter, les croiseurs du colonel Jackson les attaquèrent par la droite. Les cuirassés de l'amiral Stone attaquèrent le centre, tandis que de plus petits vaisseaux humains attaquaient que l'arrière ennemi. « Ce n'est pas la guerre », fit Karn d'un air, désespéré à sa flotte. « C'est le chaos. Comment combattre un ennemi qui refuse de s'engager dans une véritable bataille ?» Mais les humains ne s'intéressaient pas à la bataille. Ils préféraient la victoire. Tandis que la formation Krath se dissolvait en combats individuels confus, les vaisseaux humains usèrent de leur coordination supérieure pour éliminer les vaisseaux ennemis un par un. La bataille spatiale dura 8 heures. À sa fin, la flotte Krath avait perdu plus de la moitié de ses vaisseaux humains. Les pertes furent étonnamment légères. Le chef suprême de guerre Karn lui-même fut capturé, lorsque son vaisseau amiral fut abordé par des marines humains, utilisant des tactiques qui laissèrent l'équipage Krath trop désemparé pour résister efficacement. Mais le véritable chef-d'œuvre eut lieu lors de l'assaut terrestre. Alors que la bataille spatiale faisait rage au-dessus de la planète, le colonel Davis préparait un événement exceptionnel à la surface de la planète. À l'aide de vaisseaux de transport qui avaient échappé au capteur des Krath, des forces terrestres humaines atterrissaient sur la planète natale des Valaris depuis des jours. Lorsque les Krath tentèrent enfin de débarquer leurs 50 000 soldats, ils se retrouvèrent face non pas à des défenseurs désespérés, mais à un piège soigneusement préparé. Les forces humaines s'étaient positionnées autour de chaque zone d'atterrissage possible, avec une artillerie préciblée et un soutien aérien prêt à intervenir. Les vaisseaux de largage Krath s'engagèrent dans ce qu'ils croyaient être une conquête facile. Au lieu de cela, ils atterrirent au cœur de l'opération militaire, la plus sophistiquée de l'histoire galactique. Les forces humaines attaquèrent simultanément 12 sites de débarquement différents, employant des tactiques qui dépassèrent complètement les commandants terrestres Krath.
Le maître de guerre Vex mena 10 000 guerriers vers ce que les renseignements identifièrent comme la principale position défensive humaine. Sa force, la plus importante unité terrestre de l'armée Krath, était équipée des meilleures armes et armures de l'Empire. Ce qu'ils découvrirent n'était pas une position défensive, mais une embuscade soigneusement orchestrée. L'artillerie humaine commença à tomber sur les troupes Krath avant même qu'elles puissent apercevoir l'ennemi. Des hélicoptères d'attaque apparurent en derrière les collines, tirant missiles et roquettes avant de disparaître à nouveau. Lorsque les Krath tentèrent ainsi de se mettre à couvert, ils découvrirent que des snipers humains s'étaient là déjà positionnés dans chaque bâtiment et position surélevée. Alors qu'ils tentaient d'avancer, des mines explosèrent sous leurs pieds. Lorsqu'ils tentèrent de battre en retraite, d'autres forces humaines apparurent derrière eux. Sont morts. Où sont-elles? Demanda Vex, affolé, par radio à ses troupes restantes. Nous sommes attaqués de toutes parts, mais je ne vois pas l'ennemi. La réponse était que des soldats humains étaient partout et nulle part. Ils utilisèrent camouflage, dissimulation et mobilité comme jamais auparavant chez les Krath. Ils combattirent comme un seul organisme coordonné, chaque soldat sachant exactement où se trouvaient ses camarades et ce qu'ils faisaient. En moins de 24 heures, toute la force d'invasion Krath fut détruite ou capturée. 50 000 des meilleurs guerriers de l'Empire avaient été vaincus par 15 000 humains qui refusaient de se battre à la loyale. La nouvelle de la victoire humaine se répandit à travers la galaxie plus vite que la lumière elle-même. La grande salle du Conseil galactique n'avait jamais été aussi silencieuse. Chaque représentant resta assis, stupéfait, tandis que les rapports de bataille finaux étaient diffusés sur les écrans holographiques. Les chiffres semblaient impossibles, mais ils furent confirmés par de multiples sources indépendantes. L'Empire Krath, qui dominait ce secteur de la galaxie depuis plus de 3 siècles, s'était complètement rendu. Toute sa flotte d'invasion avait été détruite ou capturée. Ses forces terrestres avaient été anéanties. Le chef de guerre suprême Karn était assis dans une cellule humaine, refusant de parler à qui que ce soit. Le président Dorn a finalement rompu le silence. En 4 semaines de combat, la flotte humaine a accompli ce que nos forces militaires combinées n'avaient pu accomplir en 300 ans. Elles ont brisé l'Empire Krath. L'ambassadeur Tain se tenait à sa place habituelle, mais tout en lui avait changé. Son peuple était libre. Ses mondes étaient en reconstruction. Les enfants embarqués sur des navires négriers rentraient de chez eux. Les humains nous ont sauvés, dit-il simplement. Quand personne d'autre ne pouvait nous aider, ils sont venus et se sont battus pour nous. Mais les autres membres du Conseil ne se réjouissaient pas. Ils avaient peur. Le conseiller Vex du Nexus afficha des analyses militaires comparatives sur son écran. La victoire humaine ne fut pas obtenue grâce à une technologie supérieure ou à une supériorité numérique. Ils utilisèrent des tactiques qu'aucun de nos experts militaires n'avait jamais envisagées. Une guerre coordonnée, ajouta le conseiller Jorik des Grecs. Ils forcèrent toute leur flotte, une armée à combattre comme une seule entité. Comment se défendre contre un ennemi qui pense ainsi? Le général Blake entra dans la salle du conseil, vêtu de son uniforme de cérémonie. Derrière lui marchaient l'amiral Stone et le colonel Davis, les commandants qui avaient mené les forces humaines à la victoire. Les 3 humains semblaient calmes et professionnels, mais leur présence emplissait la salle d'une énergie nerveuse. « Honorables membres du Conseil, » commença Blake, « je suis venu vous faire un compte rendu de la conclusion des opérations militaires dans l'espace Valari. » Il activa un écran holographique affichant les statistiques finales de la bataille. L'Empire Krath avait accepté un cessez-le-feu complet. Tous les mondes Valari occupés avaient été libérés. Les forces Krath se repliaient sur leurs frontières d'origine. Elles avaient également accepté de libérer tous les esclaves capturés, toutes espèces confondues, au cours des 50 dernières années. Les chiffres étaient stupéfiants. Les humains avaient détruit ou capturé plus de 200 soldats Krath et avaient été vaincus par 15 000 soldats humains.
Le nombre de victimes était sans précédent dans l'histoire militaire galactique. Comment demanda directement le président Dorn. Comment avez-vous remporté cette victoire, malgré des obstacles insurmontables? Blake parcourut la salle du regard, croisant le regard de représentants de dizaines d'espèces différentes. Nous ne menions pas leur genre de guerre. Nous menions une guerre à notre manière. L'amiral Stone s'avança. Les Krath s'attendaient à un combat individuel, vaisseau principal contre vaisseau principal. Au lieu de cela, nous avons utilisé des tactiques de flotte coordonnées, la guerre électronique et une puissance de feu concentrée provenant de plusieurs directions. Ils n'ont pas pu s'adapter assez vite à nos méthodes. Le colonel Davis ajouta. Sur le terrain, ils s'attendaient à un combat de guerrier à guerrier, basé sur la force et l'habileté individuelle. Nous utilisions une doctrine interarmes, infanterie, blindée, artillerie et appui aérien travaillant ensemble comme un seul système. Leurs guerriers étaient individuellement supérieurs à nos soldats, mais ils n'avaient aucune réponse à nos tactiques coordonnées. Le membre du conseil Rix de la petite espèce des Griffes leva une main nerveuse. Général Blake, avec tout le respect que je vous dois, ce que vous décrivez ressemble à une approche de la guerre totalement différente. Comment votre espèce a-t-elle développé ces méthodes? L'expression de Blake devint sérieuse. Par nécessité, les humains se font la guerre depuis des millénaires. Nous avons appris que l'héroïsme individuel et la supériorité technologique ne suffisent pas. La victoire revient à la force qui sait coordonner ses efforts le plus efficacement. Il marqua une pause, puis reprit. Nous avons également appris que la guerre n'est pas une question d'honneur ou de combat loyal. La guerre consiste à atteindre ses objectifs tout en préservant ses propres forces. Les Krath se sont battus pour la gloire. Nous avons combattu pour la victoire. Le silence retomba dans la salle, tandis que les implications se faisaient jour. Plusieurs membres du Conseil prenaient des notes, probablement pour rendre compte à leur commandant militaire. D'autres semblaient inquiets, se demandant peut-être comment leur propre force réagirait face aux tactiques humaines. « Général, dit prudemment le président Dorn, le Conseil vous est reconnaissant de votre aide dans cette affaire. Mais nous devons nous demander quelles sont désormais les intentions de l'humanité. Vous avez démontré jusqu'à présent vos capacités militaires. Dépassez nos estimations précédentes. » Blake s'attendait à cette question. L'humanité ne recherche qu'une coexistence pacifique avec les autres espèces. Nous ne sommes pas intervenus dans ce conflit pour la conquête ou la gloire. Nous sommes intervenus parce que les Valaris demandaient de l'aide, et nous avions la capacité de la leur fournir. Amiral, Stone activa un autre affichage. Cependant, nous pensons que la galaxie doit reconsidérer sa doctrine militaire. Les Krath n'ont pas été vaincus par une technologie supérieure. Ils l'ont été par une pensée supérieure. L'exposition présentait des analyses comparatives des forces militaires galactiques. La plupart des espèces s'appuyaient sur leur prouesse au combat individuel, leur technologie avancée ou leur nombre écrasant. Aucune n'avait développé les systèmes de commandement et de contrôle intégrés que les humains utilisaient couramment. Chaque espèce présente dans cette salle est vulnérable aux mêmes tactiques qui ont détruit les Krath, poursuivit Stone. Non pas parce que les humains prévoient de vous attaquer, mais parce que d'autres menaces pourraient émerger avec des méthodes similaires. Le conseiller Vex se pencha en avant. Proposez-vous de partager vos connaissances militaires avec le Conseil, répondit le colonel Davis. Nous proposons de contribuer à l'élaboration d'une nouvelle approche de la défense galactique. Exercice d'entraînement combiné. Doctrine partagée. Développement de structures de commandement intégrées. Non pas pour créer une armée dominée par les humains, mais pour en créer une efficace. Blake pouvait lire la peur et l'incertitude sur de nombreux visages dans la salle. Ces espèces considéraient les humains comme des primitifs quelques semaines auparavant. On leur disait maintenant que la pensée militaire humaine avait des siècles d'avance sur la leur. « Il y a autre chose que le Conseil devrait savoir, » dit Blake à voix basse. Les forces qui ont vaincu les Krath représentent environ 10% de la capacité militaire totale de l'humanité. Le silence qui suivit fut absolu.
Même les systèmes de traduction semblèrent s'apaiser. 10%, la voix du porte-parole. Dorn était à peine un murmure. Les troisième, cinquième et septième flottes, confirma l'amiral Stone. La Terre dispose de 15 flottes de combat complètes, ainsi que de forces de défense planétaire, d'unités d'opérations spéciales et de réserves stratégiques. Nous avons retenu la majorité de nos forces parce que nous n'étions pas sûrs des conventions militaires galactiques et que nous voulions minimiser les pertes des deux côtés. L'ambassadeur Thane a finalement parlé. Les humains auraient pu envoyer 10 fois plus de navires ou 50 fois plus de soldats, a ajouté le colonel Davis. Mais nous avons atteint nos objectifs avec un minimum de force, un minimum de pertes. C'est ainsi que les humains préfèrent mener des opérations militaires. Les implications étaient stupéfiantes. L'humanité n'était pas une simple espèce membre du Conseil galactique. Elle était potentiellement la puissance militaire dominante dans l'espace connu. Et elle avait caché ses véritables capacités pendant 50 ans. Mais les paroles suivantes de Blake ont surpris tout le monde. L'humanité ne veut pas dominer la galaxie par la force militaire. Nous voulons la protéger. L'univers est un endroit dangereux et des menaces planent sur nous que nous n'avons encore jamais rencontrées. Lorsque ces menaces se manifestent, nous devons être prêts à les affronter ensemble. Il désigna l'écran tactique affichant toujours la défaite du vaisseau Krath. Cette victoire n'a pas été obtenue par les seuls humains. Les renseignements Valari ont fourni des informations cruciales sur les capacités des vaisseaux. Les réseaux de communication du Conseil ont permis une coordination rapide entre plusieurs systèmes stellaires. Les voies de navigation galactiques ont permis à nos forces de se déplacer rapidement vers la zone de combat. La coopération. L'amiral Stone a ajouté « Telle est la véritable leçon de cette campagne ». Le conseiller Rix s'est levé lentement. « Général Blake, au nom de la Confédération Talon, je demande officiellement que des conseillers militaires humains soient affectés à la modernisation de nos forces de défense. » D'autres représentants se sont également levés. Les Grecs, le Nexus et même certaines des plus grandes espèces qui considéraient initialement les humains comme des primitifs ont, un par un, sollicité l'aide humaine pour développer de nouvelles doctrines militaires. L'ambassadeur Tyne fut le dernier à prendre la parole. Le peuple Valari n'oubliera jamais ce que l'humanité a fait pour nous. Vous nous avez rendu notre liberté, nos mondes, nos enfants. Mais plus que cela, vous nous avez donné de l'espoir. Il regarda les autres représentants dans la salle. Lorsque nous avons sollicité leur soutien, les humains nous ont offert quelque chose de bien plus précieux. Ils nous ont offert la victoire et ils l'ont obtenue avec précision.